Bonjour, Radio Arménie 102.6, 106.1 à Lyon et à Vienne ont le plaisir aujourd'hui de recevoir dans l'émission spéciale de Radio Arménie Sarkis Chahinian, qui est un acteur de la vie politique arménienne en Suisse. Bien connu pour ses activités passées importantes, notamment dans la mobilisation de la communauté politique suisse dans les affaires arméniennes, génocide, blocus de l'Arménie, Artsakh, etc. Donc les droits des Arméniens en général. Bonjour Sarkis. Bonjour Hilda. Nous allons parler essentiellement aujourd'hui de votre nouvelle campagne engagée dans le cadre d'une coalition pour demander à une société suisse, Migros, de cesser de travailler avec Socar. Alors, dites-nous s'il vous plaît ce qu'est Socar pour les auditeurs de Radio Arménie. Qu'est-ce que Alors, c'est que Socar? avant d'entrer dans le détail concernant Socar, j'aimerais souligner le fait que la coalition est une coalition suisse. Donc, c'est une entreprise qui a été lancée par des élus suisses, des partis politiques suisses et des ONG suisses, dont On va y l'association. revenir peut-être une par une à Oui, ces ONG. dont l'association Suisse-Arménie fait partie, mais de façon, je dirais, tangentielle, quoi. En ce qui Accessoires. concerne, donc, absolument. Donc, la SOCAR, c'est l'acronyme de la State Oil Company of Azerbaijan Republic, et qui est le bras économique d'une dictature se refait au clan de la famille Aliyev et qui est justement une institution étatique qui est la source primaire pour le financement de l'État azerbaïdjanais. Et en tant qu'État azerbaïdjanais, donc, on parle bien entendu des ressources financières aussi en ce qui concerne le budget de l'État et par conséquent du budget du ministère de la Défense. Donc, tout ce qui a à faire avec la guerre qui a été engagée contre les Arméniens du Haut-Karabakh, l'intrusion, donc l'attaque militaire de 2022, du 13 septembre 2022, et toutes les autres entreprises militaires que l'Azerbaïdjan engage en ce moment, et envers l'Iran, et envers de pays tiers, mais surtout en ce qui concerne le Haut-Karabakh et l'Arménie, est financée par SOCAR. Et SOCAR a une liaison directe avec le groupe Migros, qui est le majeur groupe alimentaire, de distribution alimentaire en Suisse. Donc on parle d'une fédération de coopératives Migros qui sont éparpillées dans toute la Suisse et qui est un des majeurs groupes financiers de la Suisse. Et entre un de ces éléments, qui est Migrolino, et SOCAR, il y a un contrat de franchising qui lie les deux sociétés pour permettre à SOCAR de s'installer et de vendre ses produits euh, Gazier, gaziers pétrolier, et etc. pétroliers, euh, en permettant aussi à Migrolino de s'installer sur un territoire qui appartient à SOCAR et de vendre, bien entendu, ses produits alimentaires. Voilà. Alors, donc si je comprends bien, c'est une association entre Migros et Socar qui permet aux deux de se trouver sur les mêmes points de vente
Socar vend ses produits pétroliers et Migros vend ses produits alimentaires. exact. D'accord. Migrolino. Donc, il faut être Migrolino. précis là. La Euh, différence entre les deux, Migrolino, Migros. c'est que Migros chapeaute, c'est-à-dire Migros est le groupe, est l'institution majeure. D'accord. Migrolino est une des sous-groupes de Migros, comme il y a aussi Denner, par exemple, il y en a d'autres aussi, qui sont chapeautés justement par le groupe Migros, mais qui a la responsabilité aussi légale de tout ça est bien évidemment le groupe. Donc, coopération, partenariat plutôt entre les deux sociétés. Et cette coalition s'est mise en place pour dénoncer ce partenariat d'un groupe suisse, Migros, avec Socar, la société corrompue de l'Azerbaïdjan. On va parler de cette corruption de l'Azerbaïdjan tout à l'heure, si vous voulez bien. Mais dans un premier temps, comment cette coalition s'est créée et une par une, s'il vous plaît, les partenaires de cette coalition. Bien évidemment, la réalité concernant la corruption azerbaïdjanaise à l'intérieur du Parlement suisse est très bien connue, au sens que les responsables et surtout la réalité de ces affaires de l'Azerbaïdjan, de la façon d'approcher le monde politique et le monde financier n'était pas méconnu. Mais étant donné que le tout est monté d'un cran, euh, aussi, aussi, en ce qui concerne la guerre menée par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, il y a un groupe d'élus, notamment le conseiller aux États Carlos Sommaruga, la conseillère aux États Lisa Matson et le conseiller national Stefan Müller-Altermatt, Alors, qui quand ont vous dites conseillers, des ce élus, sont des élus, des élus, c'est-à-dire c'est-à-dire des parlementaires. des parlementaires, exactement. Très bien. Mhm. Moi, j'utilise en fait Le la diction vocabulaire qu'on utilise ici en russe, oui, Suisse. bien sûr. Le conseiller aux États, c'est un sénateur. Un conseiller national, c'est ce que en France, on dirait un député. Voilà. D'accord. Mhm. Euh, Au moment où ils se sont coalisés notamment sur la base d'une d'une coalition qui était déjà mise en place par, par différentes justement ONG suisses, notamment Attaque Suisse, la Daphne Caruana Galicia Foundation, le groupe pour une Suisse sans armée, le Médico International Suisse, la Société pour les peuples menacés, la Christian Solidarity International et l'Association Suisse-Arménie. D'accord. Euh, la chose importante, c'est de savoir que cette coalition s'est mise en place aussi avec l'accord actif du Parti socialiste suisse et du Parti écologiste suisse. Mhm. Donc, les deux partis participent de façon officielle à cette coalition. Pourquoi les Euh, partis de droite ne participent pas? les partis de droite ont un positionnement, euh, je dirais, assez ambivalent concernant les affaires, et je ne parle pas seulement de Migros, évidemment, je Mhm. parle des affaires en général, que la Suisse a avec des régimes qui ne sont pas notamment très bien connus pour leur attachement aux valeurs démocratiques. Je vous rappelle que pendant les années 70, la liaison entre la fabrique aéronautique de Pilatus avec l'Afrique du Sud avait déjà attiré l'attention du Parlement et de la société civile suisse.
Et c'est d'ailleurs sur la base de cette liaison entre une fabrique suisse et le régime de l'apartheid sud-africain qui a été lancé. Cela a lancé une, je dirais pas une querelle, c'était un vrai problème à l'intérieur du monde politique suisse. Et mm, là, les partis de droite, aussi à cette époque-là, s'étaient détachés mm, du principe que des bonnes affaires peuvent être mises sur pied uniquement avec des entreprises et des États démocratiques, ce qui mm, n'était pas le cas en Afrique du Sud et qui n'est sûrement pas le cas pour l'Azerbaïdjan. mm. Je vous ferai Ils un ont été exemple. saisis, ils ont été sollicités et ils n'ont Absolument, pas donné absolument. suite. Donc, j'aimerais. Est-ce que euh, les arguments sont connus? oui, 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 ils sont très bien connus. Alors, Je vous dirais par exemple que le Parti libéral radical suisse, lors de vote qui a été mis sur pied le 14 de octobre 2022 sur une résolution du Grand Conseil genevois, le Parti radical, malheureusement, une grande partie du Parti radical, euh, s'est déclaré contraire à cette résolution en faveur de l'Arménie et du Haut-Karabakh, et a même essayé de torpiller cette résolution en essayant d'en enlever certains points. mm, Et le point fondamental était que les élus de Genève n'auraient pas dû se mêler d'une chose qui appartient uniquement au ministère des Affaires étrangères, donc au département fédéral des Affaires étrangères, mm. et que le Parlement genevois n'aurait pas dû se substituer à l'Assemblée générale de l'ONU, pour être D'accord. Est-ce qu'il y a des liens entre est-ce qu'il y a des liens entre les partis de droite et le gouvernement? ça, le gouvernement azerbaïdjanais, vous voulez dire, Non, ou le non, non, gouvernement suisse? non. Dans un premier temps, le gouvernement suisse. Ben évidemment, les partis de droite sont représentés dans le gouvernement suisse. Ils ont même, donc, l'Union démocratique du centre, le parti de droite, je dirais, caractérisé à deux élus sur sept dans l'exécutif suisse, et le Parti libéral radical a évidemment aussi deux élus, notamment le ministre des Affaires étrangères et l'actuel ministre des Finances dans l'exécutif suisse. Donc 4 sur 7, c'est Alors, la majorité. donc, on ne pose pas la question de savoir s'il y a des liens avec l'Azerbaïdjan, de ses élus personnellement, parce que si c'était connu, je pense que s'il y avait des preuves, je pense que ce serait déjà dénoncé. Bon, Euh, on ne parle pas de dénonciation, les liaisons entre les élus suisses et, euh, et un État particulier commencent par exemple de façon officielle par le biais d'un groupe parlementaire d'amitié. Et mm, comme il y a un groupe de parlementaires d'amitié Suisse-Arménie, il y a bien évidemment aussi un groupe parlementaire d'amitié Suisse-Azerbaïdjan mm, dont le coprésident est un certain Yves Nideguer, euh, un élu de l'Union démocratique du Centre, qui est bien évidemment très bien connu, étant donné qu'il a été et il est le représentant légal de la Fédération des associations turques des Suisses romandes, une mm. association très caractérisée et connue pour ses positionnements euh, négationniste à l'encontre du génocide des Arméniens et qui a défendu cette organisation soit devant la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Perinček et l'a défendu aussi, ou bien l'a même représenté dans un recours, ou plusieurs recours, que cette association a posé devant l'administration cantonale genevoise pour ne pas permettre
la construction du parc, dans le parc Tremblay, des Réverbères de la mémoire, Mm. qui est un monument dédié à tous les génocides, mais notamment à la mémoire du génocide des Arméniens. Bien Donc, entendu. cette Non, liaison lorsque est Sarkis, très présente. je parlais du rapport avec l'Azerbaïdjan, je parlais de rapport vénal, c'est-à-dire comme l'ensemble de ces affaires qui ont été dénoncées encore récemment et qui sont aujourd'hui, par exemple, au Conseil de l'Europe, on dénonce les, l'action du lobby payé de l'Azerbaïdjan au Conseil de l'Europe qui ont renversé des rapports sur les questions de droits de l'homme et de démocratie en Azerbaïdjan. Donc, est-ce qu'il y a des relations, non seulement des relations politiques de la Suisse avec l'Azerbaïdjan par le biais du groupe d'amitié, mais est-ce qu'il y a des scandales qui se sont faits jour à ce jour? Il n'y a pas de scandale au sens que euh, euh, il n'y a pas encore comment dirais-je, une claire volonté de côté de la Suisse de dénoncer la liaison avec l'Azerbaïdjan, notamment à cause de son implication et dans la guerre contre l'Arménie, et notamment dans l'invasion du territoire souverain arménien d'une part, et en ce qui concerne euh, le blocus du corridor de la Chine, Mm. mais évidemment, de plus en plus, notamment la Commission des affaires extérieures des deux chambres, est en train euh, de faire pression sur le Conseil fédéral pour qu'il prenne un positionnement très clair au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, étant donné que la Suisse, à partir du 1er janvier 2023, est devenue un membre non permanent du Conseil de sécurité. Mm. Pour terminer avec la composition de cette coalition, il y a donc des ONG des droits de l'homme, suisses et internationales, il y a des partis politiques et parmi ces ONG, il y a la fondation Daphne Galizia. Et Daphne Galizia, c'était cette journaliste malte qui a été assassinée à la suite des révélations de corruption qu'elle a faites dans la presse du gouvernement de Malte, en tout cas de certaines personnalités maltes, par l'Azerbaïdjan, entre autres par l'Azerbaïdjan, pas seulement l'Azerbaïdjan. Elle a été assassinée, et donc cette fondation fait partie comment se fait cette participation de cette fondation à la coalition? Bon, il y a beaucoup de fondations qui ont été saisies et cette fondation a bien compris l'importance, la portée de cette campagne. C'est pour ça qu'elle a décidé d'adhérer. Il y en a d'autres, hein, par exemple comme Amnesty International ou d'autres qui sont très bien connus. Public Eye, par exemple, qui ont décidé de rester à l'écart pour le moment à cause du fait que cette initiative, elle était trop, comment dirais-je, trop marquée. Mais Orienté. ils ont, notamment Public Eye, avait publié en 2020 un rapport extrêmement détaillé en ce qui concerne l'Azerbaïdjan. Donc, euh, s'il est vrai que certains ONG ont décidé de ne pas participer à cette campagne. D'autre part, il est aussi vrai que ces ONG sont en train de pointer du doigt de façon très claire l'Azerbaïdjan. Donc, je dirais que c'est un bon pari et le travail
ne s'amoindrit pas à cause de cela. Mm. Mais le fait que cette fondation euh, a décidé de nous soutenir, pour nous, c'est un signal très clair. Mm. Tout à fait. Le signal de l'importance pour la Fondation Daphne Galizia de dénoncer une collaboration, un partenariat entre Migros et Socar. Alors, on va parler justement de cette dénonciation. Qu'est-ce que vous dénoncez? Qu'est-ce que la coalition dénonce? Alors, vous avez un site web où tout est très bien expliqué. Le site s'appelle, Sarkis. Alors, c'est 3 fois migrolinotsoccer.ch. Donc, Alors, on va épeler Migrolinote, LI, MigrolinoT comme note en anglais, exactement. et Socar, Socar. Donc, migrolinote.ch pour la Exactement. Suisse. Pour la Suisse. Exactement. Donc, que dénoncez-vous dans cette coalition et quels sont les arguments qui vous servent à demander à Migros de ne plus travailler avec Socar? La chose importante et je dirais fondamentale, c'est que différemment d'autres groupes et notamment d'associations caractère financier de la Suisse, les statuts de Migros prévoient à leur point 2 et leur point 3 euh, la, la priorité que le groupe donne à des valeurs Très bien. relatives aux droits de l'homme. Et notamment à l'article 4, euh, il est clairement mis en exergue que ces valeurs sont euh, liants pour Migros. Donc, on ne comprend pas, devant des preuves très claires, que la société partenaire de Migrolino a clairement euh, et intentionnellement euh, mis en exergue en tant qu'incitation à la violence et à la guerre dans son propre profil social de Facebook, comment Migros continue à Mm, maintenir ses relations économiques avec Socar d'un côté mm, et par conséquent l'Azerbaïdjan de l'autre. mm. En effet, Donc, c'est une contradiction notoire. Donc, vous demandez à ce que Migros se conforme aux principes énoncés. et qui cesse immédiatement ses relations commerciales avec Socar à cause Qu'est-ce de que ça cela. représente, ces relations sur le plan économique? Qu'est-ce que ça, je veux dire, en volume d'affaires, qu'est-ce que c'est? Alors, euh, il y a deux choses distinctes qu'il faut regarder, c'est-à-dire ce que Socar arrive à réaliser grâce à la vente d'hydrocarbures dans ses stations d'essence, ça c'est une chose. Ce que relie notamment Migrolino à Socar, c'est-à-dire le franchising entre les deux sociétés, c'est une autre chose. Je peux vous donner deux chiffres. La chiffre mineur, c'est celui qui arrive à 2 milliards de francs suisses par, par année. C'est ce que est la relation entre Migrolino et Socar tout court. Mais ce que Socar réalise en Suisse, pas nécessairement seulement à travers Migros, mais à travers toutes ces relations
Tous ces financières, partenariats, tous ces ces partenariats. différents partenariats, c'est entre 35 000 et 40, entre 35 et 40 milliards de francs suisses par année. Mm. Donc, c'est 8 fois plus, donc 5 fois plus le budget étatique de l'Arménie, pour Mm. être en clair. Mm. Étant donné que le budget de l'État arménien par année, c'est autour des 8 milliards de francs, un peu De plus en francs dollars. suisses, vous voulez dire. Donc là, vous multipliez par 5 Mm. et vous arrivez à comprendre l'importance que cette entreprise est en train de... l'importance financière que cette entreprise a en Suisse. Mm. Je voulais vous donc revenir à à votre dénonciation, à la dénonciation par la coalition de cette coopération entre le régime de Ilham Aliyev et Migros. Donc vous dénoncez la corruption. On va parler, si vous voulez, de ces éléments. Vous dénoncez la torture. Vous dénoncez donc bien entendu le manque de démocratie et de respect des droits de l'homme, les pots de vin en particulier, et la répression des droits de l'homme. Alors dans ces arguments que vous avez élaborés et qui me semblent être extrêmement pointus, quels sont ces arguments que vous avez tirés de ces problématiques globales, c'est-à-dire la corruption, la torture, les droits de l'homme, les pots de vin, etc. Quels exemples aussi vous avez avancés? La plus importante de toutes, le plus important de tout, de toutes ces argumentations, est le fait de l'absence totale de droit à la libre expression qu'il y a en Azerbaïdjan et l'impossibilité d'avoir n'importe quel type d'opposition parlementaire et politique à l'intérieur même de cet État. Et Mhm. donc, ça devrait faire comprendre immédiatement aux lecteurs euh, la situation, pas étrange, mais je dirais même impossible qui s'est créée au corridor de la Chine lorsque l'Azerbaïdjan a dit que ce corridor a été bloqué par des soi-disant manifestants écologistes, alors que la protestation écologiste en Azerbaïdjan, comme toute autre protestation sur d'autres points politiques importants, n'est strictement pas possible. Et d'ailleurs, il était absolument facile d'arriver à identifier certains des manifestants en tant que des personnages strictement liés à l'apparatus sécuritaire de l'Azerbaïdjan, notamment de personnes liées aux services d'information. Mais ce n'est pas tout. La chose importante, c'est de comprendre avec qui Migros a affaire dans cette affaire. Migros a affaire avec un État qui est un État lié à un clan familial qui est le clan de la famille Aliyev et qui pointe dans les rangs les plus bas, soit en ce qui concerne la question de la corruption, soit en ce qui concerne la liberté d'expression politique. Donc, le fait que cela est une réalité, la coalition n'arrive vraiment pas à comprendre la logique de Migros, qui, suite à notre rencontre qu'on a eue lundi dernier avec un des représentants du conseil d'administration, a fait clairement comprendre que la Migros n'est pas prête à aller de l'avant pour en finir avec cette relation avec Sokar si d'abord le Conseil fédéral, c'est-à-dire l'exécutif suisse, ne prononcera pas des sanctions contre l'Azerbaïdjan.
ce qui est relativement clair bon, pour moi incompréhensible, mais compréhensible d'un point de vue, bien évidemment, suivant la stratégie économique de la Suisse, bien entendu. c'est-à-dire l'argent n'a pas ni d'odeur ni de couleur. Donc là, il faut comprendre que comme le responsable des affaires étrangères de l'Union européenne, Sepp Borrell, vient de dire dans sa déclaration que l'Union européenne ne songe pas à prononcer des sanctions économiques contre l'Azerbaïdjan, de moins en moins, la Suisse sera prête à le faire. Mais soyons très clairs, les choses n'arrivent pas du ciel. Il faut travailler pour que cette prise de conscience puisse s'éparpiller à l'intérieur des élus et de là augmenter la pression pour que le Conseil fédéral arrive à comprendre cette contradiction. Donc, là, c'est toujours la même question, c'est dans quelle mesure le Parlement ou les élus ont un pouvoir de pression sur le gouvernement. Est-ce que on arrive, par exemple, en France, il y a eu en 2020 le Sénat et l'Assemblée nationale qui ont voté des résolutions de condamnation de l'Azerbaïdjan. Cette année encore, en 2022, il y a eu encore des résolutions pratiquement à l'unanimité, hein, dans certains cas, de la France. Donc, d'ailleurs, vous donnez bien l'exemple de la France et vous demandez aux élus, au gouvernement et aux élus de la Suisse de suivre l'exemple de la France, mais on est quand même aujourd'hui dans une situation où la France prend bien entendu des initiatives diplomatiques, mais il n'y a pas de condamnation directe par la France officielle de l'Azerbaïdjan. Il n'y a pas de la part de la France aujourd'hui le gel des avoirs des oligarques liés à la famille Aliyev de l'Azerbaïdjan. Donc il n'y a pas des mesures très décisives en France non plus. Donc en Suisse, vous espérez qu'il y aura suffisamment, vous en êtes à ce stade de l'action, vous espérez que les élus seront nombreux et que la pression des élus fera changer d'avis le gouvernement. Pour être en clair, Hilda, nous, on n'espère rien. On sait exactement que euh, un résultat sera lié au sérieux de l'intervention qu'on arrivera à produire vers les élus. Si les arguments seront suffisamment convaincants et forts, alors il y aura une partie des élus qui bougera. Ça a été le cas au sein de la Commission de politique extérieure du Conseil des États, donc du Sénat, qui a été repris par sa consoeur, donc la Commission des affaires politiques du Conseil national, qui a clairement condamné l'Azerbaïdjan pour le blocus de la Chine et qui a demandé très clairement au Conseil fédéral d'intervenir au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour, un, faire cesser immédiatement le blocus et deux, introduire un pont aérien humanitaire entre Yerevan et Stepanakert. Je peux vous assurer que c'est pas peu. Il y a une partie très importante de la représentation, notamment de l'ancien Parti démocrate chrétien, aujourd'hui l'Alliance du Centre, à l'intérieur de cette commission, qui a pris clairement position en faveur de cette démarche. Et là, je peux vous dire que c'est un début très sérieux, très important, euh, dans quelle direction, de toute façon, on va foncer. Saki Chahinian, donc nous sommes sur Radio Arménie avec Saki Chahinian, le représentant de la coalition, entre autres représentant de la coalition pour une campagne
contre la coopération de SOCAR, de la société d'État de pétrole azerbaïdjanais, avec Migros, ou l'inverse, Migros, la société suisse alimentaire, le géant suisse de l'alimentaire. Vous avez des arguments très bien étayés sur votre site, donc je rappelle le site www.migronote-socar, Migrolino Note Socar, c'est ça? Migroli not Sokar. Voilà. Migroli Note Socar en un seul mot. Migroli Note Socar. Vous avez des arguments importants et je voudrais m'appesantir sur au moins deux arguments. Vous dites le gaz, deux poids, deux mesures, l'Europe et le gaz azerbaïdjanais. Donc, vous dénoncez le fait qu'il y a tromperie sur cette affaire du gaz azerbaïdjanais qui est vendu à l'Europe, lorsque l'Europe, en la personne de Madame von der Leyen, a décidé de ne plus acheter de gaz russe, mais d'acheter du gaz azerbaïdjanais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette tromperie majeure sur laquelle tout le monde se tait aujourd'hui? La chose la plus importante, c'est de mettre en exergue le ridicule de ce partenariat à cause de ce qui suit. L'Union européenne a décidé de prononcer des sanctions à l'encontre de la Russie en ne lui permettant pas de vendre du gaz et du pétrole à l'Union européenne. Mais pour trouver une échappatoire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend contact avec l'État azerbaïdjanais, elle loue même le président Aliyev en tant qu'un champion de solidarité et de démocratie. Et Nommément, c'était un partenaire fiable. voilà, encore pire, encore pire. Et tout cela pourquoi? Parce que l'Azerbaïdjan, bien évidemment, profite de cette situation pour faire quoi? Pour acheter lui-même du gaz et du pétrole de la Russie à un prix fortement rabaissé et il revend les hydrocarbures achetés par la Russie à l'Union européenne. Ceci pourquoi? Parce que jusqu'à il y a quelques semaines, l'Azerbaïdjan avait un deal avec le Turkménistan pour l'achat du gaz notamment. Mais ce gaz avait dû être acheminé vers l'Azerbaïdjan à travers l'Iran. Or, cet accord a sauté à cause des graves problèmes qui lient l'Azerbaïdjan à l'Iran et par conséquent à la décision de l'Iran de ne pas permettre ce passage. Donc, l'Azerbaïdjan avait d'un côté un problème pour la livraison de quelque chose il avait mis sur pied, donc un accord qu'il avait mis sur pied avec l'Union européenne, et il devait trouver une échappatoire lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose qui lui a permis de toucher deux objectifs très importants. Un, il a acheté ce matériel directement de la Russie, en enrichissant la Russie, en lui permettant d'autant plus de continuer sa guerre contre l'Ukraine, et lui-même, sans rien faire, d'obtenir un gain extrêmement juteux par la vente des hydrocarbures au prix complet. Donc, le fait que la Lukoil a le 20% des actions de SOCAR n'a même pas chatouillé la conscience de l'Union européenne pour comprendre la vraie nature de ce détournement. Donc, en ce moment, en achetant du gaz et du pétrole azerbaïdjanais, l'Union européenne est en train d'aller
complètement à l'encontre de ces principes qui voulaient sanctionner en fait la Russie pour ses hydrocarbures. Mhm. L'Union européenne, en ce moment, est en train d'acheter du gaz et du pétrole russe par le biais de l'Azerbaïdjan. Et il peut, si la fiabilité octroyée par Madame von der Leyen à Monsieur Aliyev se résume par ce syllogisme, eh bien, le syllogisme est complètement faux. Mhm. Alors, Euh, ça, c'est la première chose. oui. La deuxième chose, c'est la pratique, ça c'était votre précédente question, la pratique concernant vous avez parlé de, euh, aidez-moi, Alors, je parlais en fait de la question du chantage au gaz. pire que chantage, vous avez parlé en fait de la corruption, voilà. Alors, la Et, corruption, bien entendu. Mais avant d'aller à la corruption, Sarkis, je oui, voulais qu'on parle de ce que vous appelez le caractère menaçant des déclarations de l'ambassade d'Azerbaïdjan sur le gaz. oui. De quoi il s'agit? Bon, en fait, lorsque à la mi-octobre, au début octobre, il y a eu des activités de plus en plus importantes de côté et de la coalition et de côté arménophile, à l'intérieur notamment du Grand Conseil genevois, euh, pour la première fois, l'ambassade d'Azerbaïdjan à Berne a émis un communiqué de presse particulièrement menaçant et contre la, les médias suisses et contre le pouvoir politique suisse, en le menaçant du fait que faites attention, vous êtes en train de contrement, complètement contrebalancer l'information à faveur des Arméniens. Hmm. Sachez que vous dépendez en grande partie en ce qui concerne la, La fourniture de la gaz. fourniture de gaz et de pétrole pour la Suisse, vous dépendez de l'Azerbaïdjan. Eh Hmm. bien, le jour même où ce communiqué de presse a été publié, une partie de la presse romande s'est insurgée. Bon, insurgée, elle l'a fait de façon très, je dirais, souveraine, en disant que tout ce qui était dans ce communiqué était faux et que, en vérité, la Suisse, la seule dépendance que la Suisse a est par les réserves que la Suisse a auprès de la France. L'Azerbaïdjan n'a rien à faire là-dedans. Hmm. Donc, la volonté de vouloir utiliser le gaz et le pétrole comme arme de chantage a clairement mis en porte-à-faux l'Azerbaïdjan par rapport à la Suisse, mais aussi par rapport à d'autres partenaires. Hmm. Malheureusement, les Européens n'ont pas compris ce message. Hmm. Donc, pour ce qui est de la corruption, donc, on a eu pas mal de scandales. Il y a eu euh, des, euh, des listes qui ont été énoncées il y a eu des enquêtes de la presse internationale sur la corruption en Azerbaïdjan. Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui, qu'est-ce que vous dénoncez aujourd'hui dans votre campagne contre la coopération entre SOCAR et Migros? Vous savez, Hilda, on n'a plus besoin de dénoncer quoi que ce soit, étant donné que ces dénonciations sont déjà à la lumière du soleil euh, et de côté du Parlement européen et du côté de la presse italienne, de la presse. Le Parlement italien, européen n'a pas eu encore, c'est le Conseil de l'Europe qui a dénoncé et il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Et Le Parlement voilà. européen, pour l'instant, c'est le Qatar, mais on attend impatiemment
une enquête au Parlement européen aussi, parce qu'il y a eu, dans l'histoire de ces dernières années, plusieurs résolutions critiques de la situation des droits de l'homme et de la démocratie en Azerbaïdjan. Moi, je peux témoigner dans les années 2000, enfin, juste avant 2010, 2008, je crois, une résolution qui a été très édulcorée sur les monuments arméniens qui ont été massacrés au Nakhichevan, le cimetière historique de Djoura. Et donc cette résolution a été combattue par des élus dont on soupçonnait, moi-même je soupçonnais ces élus de corruption, mais il n'y a pas d'enquête au Parlement européen encore. Alors, vous êtes en train de mettre sur la table plusieurs choses. Commençons par le discours de la corruption à l'intérieur du Parlement européen et du Conseil de l'Europe. L'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, je parle au moins d'un point de vue médiatique, ont clairement dénoncé les pratiques azerbaïdjanaises en ce sens. Entre parenthèses, j'aimerais mettre en exergue que le moment de ces pratiques correspondait à l'office d'ambassadeur d'un certain monsieur Fouad Iskanderov, qui était l'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Bruxelles et pour la Belgique et pour l'Union européenne, et qui, comme ça, d'un coup, il y a une année, a été nommé l'ambassadeur plénipotentiaire de l'Azerbaïdjan en Suisse. Donc, le jour où les pratiques de l'Azerbaïdjan en Belgique et à l'intérieur de l'Union européenne seront mises en valeur, cela ne pourra que attirer l'attention des médias suisses par rapport à la présence de ce monsieur, qui est d'ailleurs l'auteur du communiqué de presse dont je vous parlais auparavant. La deuxième chose, c'est par rapport à la prise de position de certains élus de l'Union européenne envers la destruction de la nécropole de Djoura au Nakhichevan et qui a tendu à édulcorer cette prise de position. J'aimerais vous attirer votre attention sur le fait que l'UNESCO a décidé de désister immédiatement ses relations avec la soi-disant ambassadrice de la culture de l'Azerbaïdjan à l'UNESCO, Madame Alieva, qui est la femme du président Aliyev et la vice-présidente en même temps de l'Azerbaïdjan. Cette prise de position de l'UNESCO devrait quand même nous faire comprendre que après la présidence ou la direction de Madame Bokova à la tête de cette institution onusienne, les choses ont beaucoup changé. Et il faudrait en tirer les leçons, les bonnes leçons, aussi à niveau européen et bien évidemment, en ce qui nous concerne, la Suisse. Donc, Bien entendu, ce qui se passe à l'UNESCO n'a pas été révélé par la grande presse, c'est resté confidentiel, sauf donc pour le cas du mari de Madame Boukova, dont donc les enquêtes internationales ont révélé les relations très étroites avec le régime Aliyev et les sommes reçues par le mari de Madame Boukova, directrice de l'UNESCO avant Audrey Azoulay. Mais donc, en dehors de ça, on n'a pas vu, si vous voulez, un grand scandale autour de Madame Boukova. On suppose des choses, puisque Madame Alieva a donné sa démission ou a été remerciée, on ne sait pas exactement, de l'UNESCO, mais tout de même, ça n'a pas fait un grand scandale au niveau de l'UNESCO. parce que, Hilda, comme dans tous les cas, il faut du travail très sérieux en amont de tout ça. Et ce n'est pas en attendant qu'une institution telle que l'UNESCO bouge de façon autonome qu'on arrivera à des résultats. Il faudra bien évidemment que des journalistes d'investigation
puissent faire leur travail. C'est pas interdit. Et à la suite de cela, bien évidemment, certaines choses arriveront à la lumière. Donc, il faudrait, et là je m'arrête, euh, que les bons offices de journalistes, qui de toute façon sont en train de faire très bien leur travail à l'intérieur de la France comme à l'extérieur, arrivent à toucher ce qu'est en train de se passer à l'UNESCO. Et de là, on arrivera à comprendre beaucoup de vérités, pas seulement l'édulcoration de la prise de position à l'Union européenne par rapport à la destruction du Jura. Nous arrivons au terme de cette émission spéciale de Radio Arménie avec Sakis Shahinyan. Sakis, nous avons parlé donc de la campagne engagée par la coalition d'ONG, de partis politiques et de fondations, diverses fondations, euh, contre la coopération entre Migros et la société pétrolière de Sokar d'Azerbaïdjan, liée bien entendu de très près à la famille du dictateur Aliyev. Je voulais vous donner la possibilité de vous exprimer sur ce que vous pensez que devraient faire les auditeurs de Radio Arménie. Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait des signatures de la part de nos auditeurs la pétition peut-être, ou si vous avez un appel à faire aux auditeurs de Radio Arménie autour de ce scandale? Alors, il y a deux niveaux d'intervention, ça c'est évident. On saluerait beaucoup les auditeurs de Radio Arménie s'ils pouvaient sous-signer la pétition qui est ouverte, hein, qui n'est pas limitée dans le temps. Elle a déjà rejoint les 9000, presque les 9400 signatures. Ce serait très important de dépasser dans un premier temps les 10 000 signatures et après multiplier ce nombre beaucoup plus. Mhm. Faire de façon que les gens arrivent à parler de façon hum, euh, argumentée avec leurs collègues françaises et français par rapport à ce qui est en train de se passer en Arménie. C'est-à-dire, ça ne sert à rien simplement dénoncer un blocus, une attaque de la part d'un régime euh, qui d'un côté est à 4000 km de distance de nous et qui paraît, ceci, être trop distant par rapport à la réalité qui pourrait constituer le conflit ukrainien, mais qui d'autre part est en train de recevoir des moyens énergétiques très importants de la part de cette république qui n'a rien à faire avec une république et qui est une dictature. Donc, arriver à finaliser euh, l'argumentation par rapport à le qui est qui. D'autre part, auprès des auditeurs de Radio Arménie, il y a certainement des élus français. Et ces élus français sont appelés à ne pas restreindre leur activité à la seule activité de dénonciation. C'est pas interdit d'être intelligent en ce sens. On peut arriver quand même à saisir l'exécutif et notamment le ministère des Affaires étrangères euh, d'une demande, vous venez de le dire, d'enquête par rapport aux pratiques de corruption à l'intérieur de la France et à l'extérieur de la France, notamment dans l'Union européenne. Il n'y a pas seulement des députés élus en France, il y a aussi des députés élus à l'Union européenne. Et ceci, on peut le faire en s'alliant avec d'autres collègues de différents pays qui sont directement touchés par cette pratique. Mhm. L'Italie,
l'Allemagne, l'Espagne, simplement pour ne pas faire des noms. Et grâce à ça, on peut arriver quand même à faire déclencher une attention qui jusqu'à aujourd'hui euh, n'a pas été portée ni à l'intérieur de la France, ni à l'intérieur de l'Union européenne. Très bien, je vous remercie, Sarkis, de cet entretien très enrichissant. Et je voudrais donc répéter votre appel. Allez signer la pétition. Dans un premier temps, allez signer la pétition sur le site Migroline Note Soccer, c'est-à-dire www.migrolinotesoccer, en un seul mot, .ch à la fin et non pas com. Merci de cet entretien, Sarkis. À très bientôt. Merci beaucoup à vous, Hilda. Au revoir.